Bonjour, je suis épidémiologiste et je suis notamment en charge de la coqueluche à Santé publique France et d'autres maladies à prévention vaccinale. Et je suis là pour vous apporter l'illustration via une maladie infectieuse qui est cette année la résurgence de la coqueluche dont on a beaucoup entendu parler. Alors je vous invite à faire un petit plongeon dans l'actualité 2024 qui ne vous aura pas échappé, que ce soit à la radio, sur les plateaux télé, dans les médias, dans la presse écrite, où la coqueluche fait son grand retour. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la maladie, la coqueluche est une maladie saisonnière. Elle s'exprime un peu plus au printemps et à l'été, mais aussi et surtout elle est cyclique, c'est-à-dire qu'elle réapparaît tous les 3 à 5 ans. Le dernier pic datait de 2017-2018. 3-5 ans plus tard, on s'attendait à avoir un retour vers 2020-2021, mais la pandémie Covid-19 s'est invitée et a balayé d'un revers de main cette maladie, mais pas que. La rougeole ou d'autres maladies extrêmement contagieuses aussi ont disparu des radars. Et je voulais vous montrer comment ça s'était passé concrètement à Santé publique France, comment nous avons alerté, identifié cette résurgence et communiqué. Alors, au tout début, c'était en janvier-février. On se replace en janvier-février. Il y a les cellules régionales et les ARS, que vous connaissez bien, qui nous remontent à un certain nombre de cas groupés. On avait une petite augmentation de cas groupés dans les crèches, dans les écoles et dans les lycées qui était inhabituelle. On est passé de 3, 4, 5, 7 régions métropolitaines concernées et on a fini par donner une actualité en avril pour dire que la coqueluche faisait son retour. Mais pas que. Pas que en France. L'European CDC, qui est à Stockholm, pour ceux qui connaissent, a rédigé un risk assessment et a pu faire l'analyse des données des 27 pays de l'Union européenne et on a constaté que la coqueluche avait fait son retour, notamment dès la fin de l'année 2023, pas en France, mais beaucoup au Danemark, en Roumanie et en République tchèque, si je ne me trompe pas. Et la suite des choses a été logique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a identifié cette augmentation de cas groupés, cette augmentation à la fin de l'année 2023 en Europe, on a vu aussi que dans les données hospitalières, ambulatoires et des laboratoires de ville, là vraiment, la coqueluche avait fait son retour et on a commencé à parler de flambée épidémique. Alors, on va se replacer en juin 2024. En juin 2024, on en est où? On en est que les données laboratoires que je vous représente ici, vous avez en bleu les PCR négatives, en rouge les PCR positives et la courbe rouge est le taux de positivité. Le taux de positivité a extrêmement augmenté, il était de plus de 22%, ce qui est bien au-dessus du taux de positivité qu'on avait mesuré au dernier pic en 2017 et on s'est dit là il se passe quelque chose, tout en sachant que dans les 15 000 PCR positives, ce sont des malades, mais ça ne tient pas compte de toutes les coqueluches asymptomatiques, de toutes les coqueluches qui ne consultent pas et de toutes les coqueluches qui se font tester trop tard avec des PCR qui reviennent négatives. Ce n'est que le haut de l'iceberg. Même chose, même constat, c'est la flambée en Europe et ici je voulais faire un focus là-dessus parce que c'est extrêmement intéressant de voir ce trou entre 2020 et la fin 2022 du nombre de cas extrêmement faible dans toute l'Europe. Alors la question du jour, c'est ok, c'est intéressant, la coqueluche, etc. Mais dans votre quotidien, comment est-ce que vos données, elles sont exploitées? Qu'est-ce qu'elles deviennent au final? Jusqu'où est-ce qu'elles remontent? Et quelles répercussions sur les politiques? Et puis surtout, pour vous, quel est le retour sur le terrain? Parce qu'il faut que ça soit quand même un système un petit peu gagnant-gagnant. Alors, une petite diapo sur la description de la surveillance de la coqueluche en France. Elle est basée essentiellement sur 4 réseaux. Il y a d'abord le réseau Rhénacoque. C'est un réseau qui ne surveille uniquement que les cas qui sont hospitalisés. De 1996 à 2015, on a surveillé les coqueluches positives hospitalisées chez moins de 17 ans. Et à partir de mars 2016, on s'est intéressé à la population la plus à risque, qui est les nourrissons de moins de 12 mois. Ensuite, il y a le réseau Sentinelle, qui a été décrit par Nolwenn, et qui surveille la coqueluche uniquement depuis 2017. Vous avez le réseau 3 Labos. Qu'est-ce que c'est 3 Labos? C'est un réseau Biomis et Cerba qui nous fournit mensuellement des données de laboratoires de ville. Et c'est exploité à Santé publique France. Enfin, sur la surveillance microbiologique, vous avez le CNR, qui est l'Institut Pasteur, qui assure la surveillance des espèces et des résistances aux macrolides. Alors, pas que, il n'y a pas que ça. Vous êtes acteur, vous contribuez à la surveillance, chaque consultation apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, on a aussi utilisé les données de passage aux urgences.
C'est fait exprès, cette courbe s'arrête aux données à la fin mai, début juin, mais c'était pour vous montrer l'ascension fulgurante que vous avez qu'on a pu observer ici à partir du mois de mars, où ici, tout âge en noir, ça augmente de façon extrêmement forte, et on voit ici que si c'est ventilé par tranche d'âge, ce sont les moins de 15 ans, ici en rouge, qui portent le plus le fardeau des passages aux urgences. Pour ce qui est des hospitalisations, même constat. C'est à peu près la même chronologie, c'est à partir de la mi-mars que tout commence à flamber. Et au niveau de SOS médecins, vous avez ici le nombre hebdomadaire d'actes SOS médecins pour coqueluche tout âge. Et on voit ainsi que ça a été multiplié par 7 depuis le début de l'année. Enfin, la mortalité, ça nous intéresse beaucoup. Ici, je vous ai mis une illustration des certificats électroniques de décès. Vous avez en bleu les moins de 15 ans et en rouge les plus de 15 ans. Et on voit ici qu'à partir du mois de juillet, la majorité des décès sont portés par des adultes de plus de 80 ans. Enfin, les données sentinelles, parce que ce sont des données ambulatoires qui sont issues des consultations faites par les pédiatres et les généralistes. Il y a un bilan qui est fait une fois par an et qui est mis en ligne, mais avec ce qui s'est passé cette année, le report des données n'est plus annuel, mais un peu plus régulier. Et l'objectif des données que les médecins généralistes volontaires, l'objectif auquel ils contribuent, c'est de pouvoir fournir une estimation de l'incidence annuelle et de décrire les cas par âge, par sexe, de regarder le statut clinique, le statut vaccinal, très important, la biologie et les contaminateurs potentiels. Et les tendances, effectivement, c'était que depuis 2020, on n'a eu qu'un seul cas en 2021 et en 2022, 6 en 2023. La question que vous allez me poser est quid de cette année? Je vous ai mis ici la figure des données et l'estimation qui était à peu près à 47 000 cas. 47 000 cas, donc c'est uniquement ceux qui sont allés consulter. On voit aussi que l'explosion commence à partir du mois de mars au niveau de la semaine 12. Alors, grâce à toutes ces données, qu'est-ce qu'on obtient au final? Donc, on a des données, on les compile, on les analyse. Eh bien, Nolwenn, elle vous l'a expliqué. On produit à Santé publique France un très beau bulletin sur la surveillance syndromique avec des données, un bulletin sur le réseau SOS médecins et un bulletin sur la mortalité. Ceci mélangé à toutes les données qui sont issues de la surveillance classique de la coqueluche, on obtient, pour ceux qui ont eu le temps ou l'opportunité de le consulter, un bulletin national coqueluche. Et pour info, il y a un nouveau bulletin qui va paraître d'ici demain, qui va vous annoncer officiellement et sur la base d'analyse objectivée des données, la fin du cycle épidémique 2024. Sur les stratégies politiques de santé, comme je vous l'ai dit, chaque consultation apporte sa pierre à l'édifice. Et donc pendant cette crise-là et cette flambée épidémique 2024 qui a généré une très très grosse alerte alors que le retour de la coqueluche était attendu. Ce n'était pas une alerte en soi, c'était juste que l'ampleur et la hauteur du pic ne sont pas prévisibles. On a pu quand même au niveau du ministère écrire, rédiger et préparer et diffuser un DGS urgent, un MinSanté et un MARS. Ce sont des documents officiels, ce sont des genres de télégrammes qui sont adressés aux ARS, qui sont adressés aux sages-femmes, aux pharmaciens, aux infirmières, à tous les cliniciens pour leur donner des consignes sur la gestion des cas groupés, comment adapter l'antibioprophylaxie, est-ce qu'il faut tester tout le monde ou pas, etc., etc., et faire des rappels très très importants sur la vaccination. On découlait un document très important de la HAS sur la stratégie de vaccination contre la coqueluche et un document du Haut Conseil de santé publique. Et l'exemple que je vais vous donner, je vous en donnais qu'un seul, mais c'est un exemple concret de réciprocité qui a eu un effet assez immédiat. C'est par rapport aux données biologiques. Les données biologiques, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ici vous avez en rouge le taux de positivité depuis 2017, en bleu les PCR négatives, en rouge les PCR positives. Nous avons atteint un maximum au mois d'août de 29% de taux de positivité. C'est un taux qu'on n'a jamais observé. Et on en est aujourd'hui au 15 novembre à 177 000 PCR, dont 38 000 positives. Et c'est exactement la même figure. Hein. Je vous ai juste fait un zoom sur le mois de juin. Et au mois de juin, parce qu'on avait beaucoup communiqué, et peut-être un peu trop, et que certains partenaires ont été un petit peu alarmistes, on s'est retrouvé au mois de juin avec 72 000 tests PCR, dont 56 000, quasiment 57 000 PCR négatives. Qu'est-ce qui se passe ?
et bien en fait tout le monde se met à tester tout le monde. Les cliniciens sont en panique, ils ne veulent pas prescrire de traitement antibiotique sans avoir testé, parce que faute aux médias, faute à la panique. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien immédiatement, les laboratoires et les médecins généralistes nous remontent des grandes difficultés sur la mise à disposition des retours des résultats biologiques. Et le délai est de 3 à 4 semaines. Les laboratoires nous ont appelés en disant nous sommes débordés, qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin d'être accompagnés là-dessus. Et donc du coup, la problématique qui est immédiatement remontée au niveau des autorités sanitaires, c'était de résoudre rapidement cette problématique de saturation des laboratoires pour permettre un délai de rendu un peu moins long que 3 à 4 semaines. Et donc, on découlait ces DGS urgents et mars. Et vous voyez bien dans la courbe qu'on a retrouvé des valeurs à peu près normales sur les mois de juillet, août et septembre. Et c'est la fin de cet exemple. En conclusion, moi, ce que je voulais insister, c'était pour dire que les données qui sont issues de la médecine ambulatoire, elles sont essentielles. Elles sont essentielles pour compléter les données de surveillance. Nous ne pouvons pas travailler tout seul. Et c'est d'autant plus valable lorsque la maladie n'est pas à déclaration obligatoire. La coqueluche n'est pas à déclaration obligatoire. Elle a été jusqu'à 1986 et puis ça s'est arrêté. Ce n'est pas la même chose que la rougeole qui a déclaration obligatoire. Le suivi épidémiologique des populations non spécifiques, elle est possible grâce à vous. Non spécifique, j'entends que dans Renaco, qu'on ne surveille que les nourrissons de moins de 12 mois, quid des autres tranches d'âge. Donc là, les données sont issues de l'ambulatoire, des urgences et des hospices. Vous êtes aussi le thermomètre du terrain. Donc j'ai cité l'exemple des saturations des capacités laboratoires, mais il y aurait d'autres exemples, comme par exemple les pénuries possibles des macrolides pour la prescription des antibiotiques. La NSM a été saisie sur cette problématique-là. Et surtout, vous êtes l'acteur numéro 1 sur les pratiques vaccinales. Le message principal de cette année est de promouvoir la vaccination de la femme enceinte pour protéger le nouveau-né, puisque je le rappelle, il y a une transmission verticale transplacentaire qui se fait entre la 20e et la 36e semaine d'aménorrhée pour que l'enfant, dès qu'il arrive au monde, soit protégé sur ses 3 premiers mois de vie en attendant sa première dose de vaccin qui est à 2 mois. Enfin, les généralistes sont les partenaires clés pour aider les ARS dans les investigations. La coqueluche est un exemple, il y en aurait bien d'autres, on pourrait parler de la rougeole ou d'autres choses, mais la coqueluche a été la star de cette année 2024. Et je vais finir avec un petit mot sur les tendances aujourd'hui. Vous avez vu le profil très saisonnier de cette maladie, que les pics se suivaient mais ne se ressemblaient pas, mais il est à la baisse depuis septembre. Le bulletin va être en ligne d'ici demain. Et voilà, je suis disponible si vous avez d'autres questions et je serai ravie d'y répondre. Merci. Et merci beaucoup.